Alger la blanche, Alger la frondeuse. Depuis des siècles, la cité orgueilleuse étale son ambition de puissance au-delà des mers. Alger, la ville magique, celle qui a bercé de son nom les rêves les plus fantasques de notre enfance. Enfin, la rencontre immortelle a eu lieu. Je foule le sol de cette ville qui possède des pouvoirs uniques de séduction et offre ses charmes ensorcelants au premier venu. À partir de maintenant, je pourrais me flatter d'avoir goûté aux sublimes sensations enivrantes de la cité des grands de ce monde. La ville aux 1000 visages et aux 1000 couleurs est incomparablement plus fascinante que son extravagante réputation. Elle se dérobe, se joue malicieusement de nous, comme le vent dans une prison. Elle se donne en spectacle, que chaque scène est l'occasion de vibrer. Chaque parcelle de son corps est un enchantement permanent. Plus jamais les yeux ne se refermeront à la vie pour qui a subi l'ivresse de la citadelle. Alger, c'est un port prétentieux qui se lance avec la rage de vaincre à l'assaut de la mer. Ce sont ces hommes qui s'agitent fébrilement et qui s'activent au mieux afin que nul ne puisse prétendre dire un jour avoir surpris le sommeil de la cité éternelle. La ville vieille, elle veillera toujours. Et moi, Youssef, je marcherai sur ses lumières. Rabat a sollicité ma présence auprès de lui dans la capitale. Je ne sais pas exactement de quoi il en retourne. Selon ses dires, il doit y régler une affaire pressante dont j'ignore à peu près tout. L'affaire en question exige une discrétion absolue. Il va sans dire que j'ai été absolument enchanté à l'idée de visiter Alger. Je ferai ainsi partie des rares privilégiés du douar à connaître la capitale. Nous avons voyagé une journée entière avant d'atteindre le terme de notre voyage. De la gare, un taxi nous a conduits directement à Bab el-Oued, où, à ma grande surprise, Rabat possède une maison. La maison peut abriter 2 grandes familles sans que cela gêne quiconque. Sur les 6 chambres réparties sur 2 étages, 2 pièces du rez-de-chaussée seulement sont meublées. Les autres sont pratiquement vides à l'exception d'un réduit que je n'ai pas visité. C'est la chambre du gardien dont Rabat loue les services durant son absence. Du côté opposé à la rue, il y a un petit jardin avec une table et 5 chaises. Cette maison est un excellent pied-à-terre. Rabat soupire en me disant qu'il en a fait l'acquisition contraint et forcée car ses frais d'hôtel devenus trop importants. Un peu mal à l'aise quand il est question de l'achat, Rabat me confie qu'il a fait une bonne affaire par rapport au prix pratiqué dans le quartier. À moins de rencontrer par hasard l'ancien propriétaire, je sais que je ne reconnaîtrai jamais le prix d'achat. En venant à Alger, j'étais loin d'imaginer que j'allais découvrir une partie de l'obscure fortune de Rabat. Depuis la visite de sa maison au douar, je pensais que plus rien de sa part ne pouvait m'étonner. Je me suis trompé sur cet homme une fois de plus. J'en arrive à la conclusion qu'avec lui, nous ne sommes certains que d'une chose, il faut s'attendre à tout. Tout comme cette maison dont j'ignorais l'existence. Rabat possède un commerce de gros en fruits et légumes qui semble prospère. À vue d'œil, les revenus de ces terres font piètre figure en comparaison de ceux du commerce de gros.
J'apprendrai, mais bien plus tard, qu'il est associé avec M. Marcel dans une entreprise d'import-export. Pour son commerce de gros, Rabat a nommé quelqu'un pour le suppléer. Cet homme paraît lui donner entière satisfaction. Il a la responsabilité de tous les problèmes concernant le commerce. Il achète, vend, tient les comptes et se charge du travail et de la paix des employés. Il suit les instructions de son patron sans chercher à discuter. Mais je crois qu'il n'a pas de chance d'être tombé sur un patron tel que Rabat. La méfiance redoutable de mon oncle l'incite à venir contrôler l'état de ses affaires au moins une fois par trimestre. Il aime à dire que la confiance ne s'accorde jamais plus d'une journée. Passé ce délai, l'employé s'ingéniera à tromper la confiance de son patron. Avec un patron tel que le sien, le pauvre homme n'a que le choix de se vouer à la prospérité éternelle de son employeur en se tuant au labeur. Rabat prend un soin maladif à éplucher le livre des comptes. Il n'hésite pas à contrôler à plusieurs reprises une seule page. La moindre rature suffit à éveiller ses soupçons. Et dans la minute suivante, il entame à grands cris une véritable enquête policière. Cela se termine généralement en cauchemar pour le malheureux employé qui a droit à une copieuse liste d'injures. Parfois Rabat pousse le vice jusqu'à le torturer. Il s'acharne à ébranler sa bonne foi, exige des justifications relatives à des transactions anciennes, reproche au pauvre homme des malversations imaginaires dont les commerçants auraient été témoins. Vraiment, Rabat ne recule devant aucun procédé malhonnête. Il donne libre cours à une méchanceté gratuite. Les matinées à l'entrepôt mettent mes nerfs à rude épreuve. Je dois supporter ce cynisme et cette pratique tyrannique. Rabat surpasse en vice les petits chefs colons qui sévissent dans les chantiers. Car on ne peut imaginer ce qu'endurent les 7 employés. Rabat les traite à l'égal des animaux, entre les remontrances souvent absurdes et la pluie d'insultes qui tombent sans interruption. Les malheureux approfondissent quotidiennement leur connaissance sur la bassesse de l'homme. Durant mon séjour, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre une seule fois Rabat approuver leur travail en leur adressant une parole généreuse. Rabat est absolument abject avec eux. Si c'est l'objet de mon séjour à Alger, il aurait été préférable que Rabat m'épargne ce spectacle révoltant. Malgré tout le respect que je lui porte, il est évident qu'il abuse outrancieusement de son pouvoir. Aucun employé ne mérite ses reproches. Je ne sais que faire pour intervenir afin d'apaiser mes remords. Je me décide finalement à marquer ma sympathie en aidant de mon mieux les employés dans leur travail. Les journées sont toujours identiques. À midi, Rabat m'invite à déjeuner, toujours au même restaurant. L'établissement, très chic au demeurant, est situé près de la Grande Poste et il est tenu par un Européen. Le service y est surprenant. Un homme présente d'abord un cahier contenant la liste incroyable des plats disponibles. Il revient ensuite et conseille éventuellement le client avant de prendre la commande. L'attitude prévenante de cet homme en habit du dimanche est nécessaire. Il n'est pas évident, en effet, de s'y retrouver. La présentation des plats est conforme à la qualité du costume du serveur. Néanmoins, on y mange de curieux plats français. Rabat, qui semble être un consommateur averti, s'en donne à cœur joie. Malheureusement pour moi, mon estomac est loin de partager les avis de mon oncle. J'ai quelques difficultés à terminer ces repas. Je dois probablement passer à côté de quelque chose d'important
si j'en juge par les tarifs affichés. Si Rabat me donnait seulement l'équivalent en argent de ce que je consomme, cela me permettrait de passer un hiver sans souci. Toujours est-il que l'accoutumance de ces plats raffinés tarde à se manifester. Ces mets certainement très savoureux n'emportent toujours pas mon adhésion, et ce n'est pas à faute d'avoir essayé. La raison de cette allergie m'est fournie un jour par Rabat. Il est tout à fait normal que ces plats te semblent fades et repoussants. Moi aussi j'ai agi comme toi. Nous ne pouvons apprécier ces plats particulièrement chers car, vois-tu, nous ne respectons pas les usages. Plus simplement, nous ne déjeunons pas selon les normes de la tradition française. Tu veux dire que nous ne sommes pas bien habillés? Mais non, Youssef, la question n'est pas là. J'accepterais de manger du couscous sans la graine? Ce ne serait plus du couscous, mon oncle. Tu as enfin compris. Les Européens ont conçu ces plats de manière à ce qu'ils délivrent leur saveur à la condition que le vin les accompagne. Je n'en crois pas mes oreilles. Si ce qu'affirme Rabat est exact, c'est une conception répugnante et une offense caractérisée à la nourriture de Dieu. Seuls les chrétiens peuvent être à l'origine d'une pareille infamie en introduisant le vice dans la nourriture des hommes. Contrevenir à la foi divine en mélangeant ce que Dieu, dans sa miséricorde, a mis à notre disposition avec la boisson du péché est une hérésie supplémentaire à ajouter au compte des Européens. En tournant la tête afin de vérifier la véracité des propos de Rabat, j'ai cette fois la confirmation de l'étendue de la dégénérescence des Français. À une table voisine, la dépravation s'affiche au grand jour. Les Européens mangent le couscous en buvant du vin. Chez nous, les gens qui consomment du vin sont évités en société. Ils sont généralement de fort mauvaise compagnie lorsqu'ils sont sous l'emprise de l'alcool. Il faut dire aussi que, pour ces choses-là, nous ignorons volontairement les notions de sagesse et de modération. Ceux qui, chez nous, s'adonnent à l'alcool, boivent sans retenue jusqu'à épuiser les ressources de leur mémoire. Avant de sombrer dans l'agonie de leur esprit, ils deviennent une calamité pour leur entourage. Quoi qu'il en soit, jusqu'à mon séjour à Alger, le vin restait du vin, et j'ignorais que l'on puisse le boire sans la ferme volonté de défier les bonnes mœurs. Je ne me suis jamais soucié de savoir ce que le vin a de particulier. Je sais vaguement qu'il se prépare à l'aide du raisin, et cela a toujours satisfait amplement ma curiosité à l'égard de ce breuvage avilissant. Mais pour les Français, le vin n'est qu'un terme imprécis, mais commode servant à désigner une variété infinie de l'alcool provenant de la fermentation du raisin. Les Français prétendraient en effet qu'il y a des différences aussi notoires entre les vins qu'il peut en exister entre le thé et le café. Entre le vin rouge, qui n'est pas toujours rouge, le vin blanc, dont la couleur s'échelonne entre le jaune et le vert, et le vin rosé, qui me permet d'apprendre une nouvelle couleur, j'admets maintenant, surtout après avoir pris connaissance des prix des bouteilles, qu'il puisse exister des différences. Mais ma compréhension s'arrête là. Le goût est peut-être sensiblement différent d'un vin à l'autre, mais les effets sont les mêmes. Et pour moi, cela ne change rien au problème. Le vin reste du vin, quoi qu'on en dise. Et quand je vois qu'il existe un préposé au vin
qui se présente le plus sérieusement du monde à chaque table pour conseiller la bouteille adéquate au mets choisi, je sens que les Français ont perdu toute dignité et tout respect moral. La suite demain, à la même heure, vous pouvez vous abonner.